Dans un quartier pauvre de la ville, il y avait deux filles que tout le monde connaissait, Mia et Ruth. Elles n'étaient jamais séparées. Quand on voyait Mia, Ruth n'était jamais loin, et quand Ruth arrivait quelque part, tout le monde savait que Mia n'allait pas tarder à arriver. Elles allaient à la même école, s'asseyaient toujours ensemble et partageaient souvent le même repas, parce que dans leur famille, il n'y avait pas toujours assez pour deux. Depuis petite, elles se faisaient une promesse simple, réussir à l'école et sortir leurs parents de la misère. Elles savaient que ce ne serait pas facile, mais elles croyaient dur comme fer que le baccalauréat serait leur porte de sortie. Pour elles, ce diplôme n'était pas juste un papier, c'était une chance de changer de vie, peut-être la seule. Le jour des résultats arriva enfin. Dès le matin, le quartier était tendu. Les jeunes parlaient peu, les parents attendaient en silence, chacun faisant semblant d'être calme alors que la peur se lisait sur tous les visages. Devant l'école, une foule s'était rassemblée bien avant l'affichage des listes. On entendait des gens murmurer. Quand deux amis passent le bac ensemble, il y en a toujours une qui réussit et l'autre qui échoue. Ces paroles faisaient peur, surtout à Mia, qui sentait son cœur battre de plus en plus vite. Quand les listes furent enfin affichées, ce fut la panique. Tout le monde se précipita. On entendait des cris, des pleurs, des élèves qui s'asseyaient dans parterre, la tête entre les mains. Mia cherchait son nom sans respirer. Elle passait les lignes rapidement, son doigt tremblait, puis soudain elle s'arrêta net. Elle venait de voir son nom. Elle leva la tête et cria de toutes ses forces. « J'ai réussi, j'ai réussi !» Elle sauta, pleura, leva les bras vers le ciel en disant « Merci mon Dieu !» Mais presque aussitôt, son sourire se figea. Elle se retourna brusquement et chercha Ruth du regard. Ruth était toujours devant le tableau. Elle n'avait encore rien dit. Elle lisait, relisait, murmurant presque « Attends, attends !» Les secondes semblaient interminables. Mia avait le cœur serré. Puis soudain, Ruth s'arrêta. Elle fixa le tableau, posa sa main sur sa bouche, comme si elle n'osait pas y croire, puis cria à son tour. « Je viens de voir mon nom, j'ai réussi moi aussi !» Elle éclata en larmes. Mia courut vers elle. Les deux amies se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant, riant, se répétant sans cesse. « On a réussi toutes les deux !» Ce jour-là, aucune n'avait été laissée derrière. La nouvelle arriva vite dans le quartier. Les parents sortirent des maisons en criant. « Elles ont réussi! Elles ont réussi !» Les mamans lancèrent du foufou sur leur tête. Les papas jetèrent de la poudre blanche en remerciant Dieu. Le quartier entier vibrait de joie. On applaudissait, on chantait, on disait « Ces filles vont aller loin !» Ce jour-là, Mia et Ruth se sentaient invincibles. Elles avaient l'impression que la vie venait enfin de leur ouvrir la porte qu'elles attendaient depuis toujours. Mais ce qu'elles ne savaient pas encore, c'est que cette réussite, vécue ensemble, allait bientôt les séparer. Ce jour de fête était aussi le dernier jour où leur chemin allait avancer côte à côte, sans mensonge, sans argent et sans danger. Quelques jours après la fête du baccalauréat, les parents de Ruth la firent asseoir dans le salon. L'ambiance était sérieuse. Son père la regarda longuement avant de parler, comme s'il annonçait quelque chose de très important. « Ta tante Patricia, tu la connais, c'est une femme très riche. Elle veut que tu partes continuer tes études à Dubaï. » Ruth resta silencieuse une seconde. Puis elle ouvrit grand les yeux. « Dubaï, moi ?» Sa mère souriait déjà. Son père hocha la tête. « Oui, là-bas, tout est différent. Tu auras une autre vie. » Ruth n'en croyait pas ses oreilles. Dubaï, le luxe, les grandes tours, une vie loin de la galère. Le lendemain matin, elle courut chez Mia. Elle n'arrivait même pas à garder ça pour elle. « Mia, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Mia la regarda, inquiète. « Quoi ?» Ruth prit une grande respiration et lâcha. « Dans 2 semaines, je pars à Dubaï. » Mia resta figée. Elle sourit, mais son cœur se serra. « Dubaï? Sérieux? » ?»« Oui, ma tante m'envoie continuer les études là-bas. » Mia essaya d'être forte. Elle prit son amie dans les bras. « Je suis fière de toi, vraiment. » Mais quand Ruth tourna le dos, Mia sentit ses yeux brûler. Elle savait que quelque chose venait de changer entre elles. Ce n'était plus juste un voyage. C'était un autre monde. Les jours passèrent vite, trop vite. Puis arriva le jour du départ. Tout le quartier accompagna Ruth. Des conseils, des bénédictions, des « n'oublie pas d'où tu viens ». Mia resta debout, regardant la voiture s'éloigner. Elle leva la main pour dire au revoir, mais au fond d'elle, elle sentait un vide étrange. Pour la première fois de sa vie, elle rentra seule à la maison. Chez Mia, l'ambiance était différente, beaucoup plus silencieuse. Un soir, elle s'assit avec ses parents. Elle hésita, puis posa la question qui la rongeait depuis longtemps. « Papa? Maman? Vous vous souvenez quand vous disiez que dès que j'aurai le bac, j'irai en France ?» Ses parents se regardèrent. Ils ne répondirent pas tout de suite. Sa mère soupira. « Ma fille, les choses sont compliquées. » Son père baissa les yeux. « La France coûte cher, très cher. On verra plus tard. » Mia comprit immédiatement.
Il n'y aurait pas de France. Pas maintenant. Peut-être jamais. Les jours suivants, la réalité la frappa de plein fouet. À la maison, il manquait toujours quelque chose. Parfois le riz, parfois l'huile, parfois les deux. Mia voyait sa mère compter l'argent avant d'aller au marché. Elle entendait les soupirs. Elle voyait les sacrifices. Un matin, elle se regarda dans le miroir et murmura « Je vais rester ici, encore très longtemps ». Pendant que Ruth découvrait Dubaï, Mia comprenait qu'elle resterait en Afrique pendant plusieurs années. Pas par choix, mais parce qu'elle n'avait pas d'autre option. Elle s'inscrivit à l'université publique. Des salles pleines à craquer. La chaleur, la fatigue, les journées interminables. Le soir, elle pensait à Ruth, à l'avion, à la promesse d'une autre vie. Et sans le dire à personne, Mia commença à se demander une chose dangereuse. Pourquoi la chance choisit toujours les mêmes? Au début, Ruth donnait souvent des nouvelles, presque tous les jours. Elle envoyait des photos, des vidéos, des messages vocaux pleins d'excitation. On la voyait devant de grands immeubles, dans des voitures de luxe, sourire aux lèvres. Elle filmait les salles de classe climatisées, propres, calmes, avec peu d'étudiants. On sentait dans sa voix qu'elle découvrait un autre monde. Mia regardait tout ça depuis son petit téléphone, assise sur son lit, dans une chambre chaude et étroite. Elle souriait pour son amie, vraiment. Elle était contente de la voir heureuse. Mais au fond d'elle, quelque chose la piquait. Pas de la jalousie encore, plutôt une douleur silencieuse. De son côté, la réalité de Mia était dure, très dure. Elle entra à l'université publique de la ville. Chaque matin, elle se levait à 5 heures, parfois même avant le lever du soleil, juste pour espérer trouver une place assise. Dans certaines salles prévues pour 100 étudiants, ils étaient plus de 400. Ceux qui arrivaient en retard restaient debout pendant des heures. Il faisait chaud, très chaud. L'air manquait. La fatigue aussi s'installait vite. Le soir, quand elle rentrait à la maison, épuisée, elle prenait son téléphone et appelait Ruth. Au début, Ruth répondait toujours. « Mia, tu es fatiguée ?»« Oui, ici c'est dur, je n'arrive même pas à suivre tous les cours. » Ruth essayait de l'encourager, mais sans vraiment comprendre. « Courage, tu sais, ici à Dubaï, tout est différent. Les salles sont climatisées, les profs expliquent de bien, on se sent respecté. » Mia disait juste « Tant mieux pour toi ». Mais après avoir raccroché, elle restait longtemps silencieuse, le regard perdu. Elle se demandait pourquoi la vie était si généreuse avec certains et si dure avec d'autres. Avec le temps, les messages commencèrent à diminuer. Ruth répondait plus tard. Parfois le lendemain, parfois pas du tout. Mia envoyait un message, attendait, regardait son téléphone. Rien. Elle se disait que Ruth était sûrement occupée, qu'elle étudiait, qu'elle vivait une nouvelle vie. Une semaine passa sans nouvelles. Puis deux. Quand enfin Ruth répondait, les messages n'étaient que courts. « Désolé, j'étais occupé. » On se parle plus tard. Il n'y avait plus les longues discussions, plus les rires, plus les confidences. Mia sentait que quelque chose s'était brisé, doucement, sans bruit. Pas une dispute, pas une colère, juste la distance. Un soir, après une journée particulièrement difficile à l'université, Mia envoya un long message à Ruth. Elle parla de la fatigue, du manque d'argent, de la pression, de sa peur d'échouer malgré le bac. Elle attendit une réponse. Longtemps, très longtemps. Le message resta vu, sans réponse. Ce soir-là, Mia posa son téléphone à côté d'elle et soupira profondément. Elle comprit alors une chose douloureuse. Elle n'avait plus la même vie. Ruth avançait dans un monde lumineux, pendant qu'elle se battait encore pour survivre. Sans le vouloir, leur chemin commençait à s'éloigner. Et sans le dire à personne, Mia sentit naître en elle un sentiment nouveau, dangereux, qu'elle n'avait jamais connu avant, le sentiment d'être restée derrière. Une année passa. Une année entière sans miracle dans la vie de Mia. Les mêmes réveils difficiles, les mêmes longues journées à l'université, les mêmes problèmes d'argent à la maison. Rien ne changeait vraiment. Parfois, il n'y avait même pas assez à manger. Certains soirs, Mia se couchait avec le ventre vide, en regardant le plafond, en se demandant quand sa vie allait enfin commencer. Ruth, elle, n'était plus là. Pas physiquement, pas dans les messages non plus. Elle ne se parlait presque plus. Pourtant, Mia la voyait quand même, tous les jours, sur Internet. Un soir, en faisant défiler son téléphone, Mia tomba sur une photo de Ruth. Elle s'arrêta net. Ruth n'était plus la même. Son teint était devenu plus clair, plus propre, comme si la vie l'avait lavé de toutes les difficultés qu'elles avaient connues ensemble. Elle portait un sac Louis Vuitton, bien visible. Sur une autre photo, c'était Chanel, puis Gucci. Des habits chers, bien ajustés, des montres brillantes, des lunettes de luxe. Et surtout, les voitures. Toujours des voitures de luxe. Des Mercedes, des Range Rover, parfois même des voitures que Mia ne savait pas nommer.
Ruth posait devant, souriante, confiante, comme si cette vie avait toujours été la sienne. Mia regardait ses photos longtemps. Elle zoomait. Elle regardait encore. Et à chaque fois, elle se répétait la même chose pour se rassurer. C'est sûrement moins cher à Dubaï. Mais au fond d'elle, quelque chose commençait à lui faire mal. Ce n'était plus seulement de la surprise, c'était une question silencieuse qui revenait sans cesse. Comment c'est possible? Un après-midi, en rentrant de l'université, Mia remarqua une agitation inhabituelle dans le quartier. Des camions entraient et sortaient. Des ouvriers travaillaient sans s'arrêter. Des tas de ciment, des briques, du fer. Elle ralentit le pas, intriguée. Puis elle comprit. Les parents de Ruth construisaient une maison. Pas une petite maison, une grande maison en étage, moderne, solide, luxueuse. Mia resta figée, le sac encore sur l'épaule. Les jours passaient, et la maison montait vite, trop vite. Chaque semaine, un nouvel étage, un grand portail en métal, des fenêtres modernes. Les ouvriers disaient eux-mêmes que l'argent ne manquait jamais. Tout le quartier regardait, les gens murmuraient en se croisant. Comment des parents pauvres peuvent faire construire ça? Ils étaient comme nous pourtant. Et très vite, une information circula clairement dans le quartier. C'est Ruth, c'est elle qui envoie l'argent. C'est Ruth qui fait construire la maison pour ses parents. On disait même, elle a dit à ses parents de ne pas s'inquiéter, qu'elle s'occupe de tout. Cette phrase frappa Mia comme une gifle. Ruth, leur Ruth, celle avec qui elle partageait un seul repas, était maintenant en train de bâtir une maison entière pour ses parents. Une maison que Mia n'osait même pas imaginer pour les siens. Chaque jour, en passant devant le chantier, Mia sentait quelque chose se serrer en elle. Elle regardait la maison, puis rentrait chez elle, dans une maison silencieuse, fatiguée, où parfois on se demandait ce qu'on allait manger le lendemain. Un soir, ses parents l'appelèrent au salon. Le ton était sérieux. « Mia, tu parles encore avec Ruth ?»« Non, plus trop. » Son père la regarda longuement, puis dit « Tu vois la maison qu'ils construisent? C'est Ruth qui envoie l'argent. Elle est devenue riche. C'est ton amie. Tu dois l'appeler. Elle peut nous aider. » Mia baissa les yeux. Elle n'avait pas envie. Son cœur se serrait rien qu'à l'idée. Elle n'avait jamais voulu demander quoi que ce soit à Ruth. Mais ce soir-là, la faim, la fatigue et la pression eurent raison de sa fierté. Dans sa chambre, Mia resta longtemps assise, le téléphone dans la main. Elle regarda encore une fois les photos de Ruth, puis pensa à la maison en construction, au ventre vide de ses parents, aux factures jamais payées. Elle inspira profondément et appela. « Allô? C'est qui ?» La voix de Ruth était froide, distante, presque méfiante. Mia resta silencieuse une seconde, blessée, puis répondit « Sérieusement? Tu ne reconnais même plus ma voix? C'est moi, Mia? Tu n'as même plus mon numéro? »« Ah, Mia, désolé, j'ai supprimé presque tous les contacts de mon téléphone. » Cette phrase fit très mal. « Je t'appelais, je t'écrivais, tu voyais mes messages, et tu ne répondais plus. » Ruth soupira, comme si elle était fatiguée d'expliquer. « Ce n'était pas contre toi, ma tante est très dure, elle contrôle tout, même mon téléphone. » Mia ne lâcha pas. « Ruth, dis-moi la vérité. Tout le monde parle de toi. Les habits de luxe, les voitures, la maison que tu fais construire pour tes parents, d'où vient tout cet argent ?» Un silence lourd s'installa. Puis Ruth répondit enfin clairement. « Je travaille pour ma tante. C'est elle qui m'a amené à Dubaï. Je travaille pour elle, voilà pourquoi j'ai autant d'argent. Voilà pourquoi je mène la belle vie. » Mia avala sa salive. « Donc tout ce que je vois, ce n'est pas un miracle, c'est ton travail. Oui, mais ne te trompe pas. Ne regarde pas seulement le luxe. Cette vie n'est pas facile. Ce travail est très dur. » Mia s'énerva légèrement. « Peut-être, mais le résultat est là. Tes parents mangent bien. Ils dorment tranquilles. Ils ont une maison. Les miens, eux, souffrent encore. » Ruth hésita, puis parla plus sérieusement. « Mia, ce travail n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas une vie normale. » Mia sentit sa gorge se serrer, puis lâcha tout d'un coup. « Ruth, je suis fatiguée. Fatiguée de voir ma mère se priver pour nous nourrir. Fatiguée de voir mon père compter les pièces. Fatiguée de cette vie. » Ruth tenta de l'arrêter. « Tu crois être prête? Mais tu ne sais pas ce que ça coûte vraiment. » Mais Mia continua, la voix tremblante mais déterminée. « Je ne te demande pas une vie facile. Je te demande une chance. Je suis prête à travailler. Je suis prête à souffrir. Je suis prête à tout, tant que mes parents sortent de la misère. Ce que je fais, ça m'a changé, ça m'a endurci. Moi aussi, la pauvreté m'a déjà changé. » Un long silence suivit. « Mia, une fois que tu entres dans ce monde, tu ne vois plus la vie de la même façon. Moi, je n'ai déjà plus rien à voir. Regarde ma vie, je n'ai rien à perdre. » Ruth resta silencieuse encore quelques secondes, puis dit, d'une voix plus basse. « D'accord, je vais parler à ma tante, mais écoute-moi bien, ne crois pas que le luxe que tu vois est gratuit. » Mia répondit sans hésiter. «
Tant que je peux sauver ma famille et changer ma vie, je suis prête. La ligne se coupa. Mia resta assise, le téléphone toujours dans la main. Sans le savoir, Mia venait de choisir un chemin où l'argent ne se gagne jamais sans prix. Quelques jours plus tard, le téléphone de Mia sonna. C'était Ruth. « Mia, ma tante a accepté. Elle va t'envoyer l'argent, le billet, le visa, tout. » Mia resta silencieuse quelques secondes. Elle n'arrivait pas à y croire. « Tu es sérieuse ? » ?»« Oui, prépare-toi, tu viens à Dubaï. » Quand elle raccrocha, Mia sentit ses jambes trembler. Elle s'assit sur le lit, la tête entre les mains. Son rêve venait de prendre forme. Elle allait partir, quitter la misère, quitter les longues journées de fatigue, quitter cette vie qui lui faisait mal depuis trop longtemps. La nouvelle se répandit vite dans le quartier. Les voisins venaient puis féliciter ses parents. Certains disaient « Dieu a répondu à vos prières ». D'autres disaient « Elle aussi, elle va réussir comme Ruth ». La veille du départ, ses parents l'appelèrent au salon. L'ambiance était calme, presque solennelle. Sa mère lui prit les mains. « Ma fille, avant de partir, il faut prier. » Ils s'agenouillèrent tous les trois. Son père pria longuement. Il demanda à Dieu de protéger Mia, de l'éloigner du mal, de guider ses pas dans ce pays étranger. Sa mère pleurait doucement. « Où que tu ailles, n'oublie jamais Dieu. » Avant de se lever, son père ajouta. « Travaille dur, gagne ton argent honnêtement, aide ta famille, c'est pour ça que tu pars. » Mia hocha la tête, la gorge serrée. « Je ferai tout pour vous. » Le lendemain, elle monta dans l'avion pour la première fois de sa vie. Quand l'appareil décolla, elle regarda par le hublot et murmura. « C'est fini, la galère. » À l'aéroport de Dubaï, tout la choqua. La propreté, la lumière, les grandes salles brillantes. Elle avançait lentement, émerveillée, comme dans un film. Puis elle aperçut Ruth. Ruth souriait. Elle était élégante. Derrière elle, une Rolls-Royce noire l'attendait. Mia resta bouche bée. « C'est toi qui roules là-dedans ?» Ruth sourit. « Monte. » Mia entra dans la voiture avec des yeux d'enfant. Elle touchait les sièges, regardait le plafond, n'en revenait pas. À travers la vitre, les immeubles géants défilaient, les lumières, les routes larges, tout semblait irréel. « Qui aurait cru ? Nous deux, ici ?» dit Mia en riant. « La vie peut changer vite » répondit Ruth. Elle riait, elle se filmait. Elle parlait du quartier, de l'école, de leurs anciens rêves. Mia se sentait légère, libre, enfin choisie par la chance. Mais au fond, une petite voix essayait de parler. Une voix faible, presque étouffée par le bruit du luxe et de l'espoir. Mia ne l'écouta pas. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce rêve qu'elle vivait les yeux ouverts n'était que le début d'un cauchemar qu'elle n'avait jamais imaginé. La voiture s'arrêta devant une immense villa. Des murs hauts, un portail imposant, des lumières partout. Mia descendit lentement, les yeux grands ouverts. Elle n'avait jamais vu une maison comme ça, même dans les films. Elle suivit Ruth à l'intérieur, marchant sur un sol brillant, entouré de meubles luxueux, de grands miroirs, de tableaux chers. Son cœur battait fort. Dans le salon, plusieurs femmes étaient assises, très bien habillées, maquillées, élégantes. Certaines riaient doucement, d'autres regardèrent leur téléphone. Et soudain, Mia sentit un choc. Elle reconnut plusieurs visages, des femmes qu'elle voyait souvent sur Instagram, toujours entourées de luxe, de voitures, de voyages. Avant qu'elle ait le temps de parler, une femme entra dans le salon. Grande, bien habillée, le regard ferme. Ruth se leva immédiatement. « Tante Patricia, voici Mia. » La femme la regarda de la tête aux pieds, puis sourit légèrement. « Et bienvenue chez toi, Mia. » Ces mots rassurèrent Mia. Elle s'inclina presque, intimidée. « Merci beaucoup. Merci pour tout. » Patricia fit un signe de la main. « Ne sois pas stressée. Ici, tu es à la maison. Ruth va te faire découvrir Dubaï. Tu verras, la vie peut être belle. » Dès le lendemain, tout alla très vite. Ruth emmena Mia faire du shopping. Des boutiques immenses, climatisées, des vendeurs souriants. Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Mia essayait des vêtements qu'elle n'avait vus que sur Internet. Ruth payait sans hésiter. Mia n'osait même pas regarder les prix. Elle mangeait dans des restaurants luxueux, avec des plats qu'elle ne savait même pas prononcer. Parfois, Mia riait toute seule en se disant que si ses parents la voyaient maintenant, ils ne la reconnaîtraient pas. Un jour, Ruth l'emmena faire un tour en hélicoptère. Quand l'appareil décolla, Mia serra le siège, émue aux larmes. Elle regardait Dubaï d'en haut, les immeubles, la mer, les routes. Elle murmura. « Je n'arrive pas à croire que c'est ma vie maintenant. » Elle vivait la belle vie. Photos, vidéos, stories, tout semblait parfait. Mais petit à petit, Mia remarqua quelque chose. Ruth avait changé. Elle souriait, oui. Mais ce n'était plus le même sourire. Elle riait, mais souvent sans joie. Parfois, au milieu d'un moment de luxe, Ruth devenait silencieuse, le regard perdu.
Elle regardait son téléphone sans vraiment voir l'écran. Elle soupirait souvent. Un soir, alors qu'elle rentrait à la villa, Mia finit par lui dire « Ruth, je te trouve bizarre. Tu n'es plus comme avant. Il y a un problème ?» Ruth s'arrêta un instant. Elle força un sourire. « Non, ne t'inquiète pas. » Puis, après un silence, elle ajouta « Tu sais, cette vie de luxe fatigue parfois. On croit que c'est facile, mais ce n'est pas toujours le cas. » Mia hocha la tête, sans insister. Elle se dit que c'était normal, qu'une nouvelle vie demandait des sacrifices. Elle préféra ne pas poser plus de questions. Mais au fond d'elle, un malaise commençait à naître. Car malgré tout l'or, les vêtements chers et les voitures de luxe, Mia sentait que quelque chose n'allait pas. Comme si ce paradis cachait une ombre que personne ne voulait nommer. Et sans le savoir, elle venait de poser les pieds dans un monde où le luxe n'était qu'un décor. Et où la vérité, elle, restait bien cachée. Ce soir-là, Mia était presque heureuse. Elle venait de rentrer dans sa chambre après une longue journée de luxe. Elle repensait au shopping, au restaurant, au rire. Elle se disait que demain, enfin, elle allait commencer à travailler, gagner son argent, aider ses parents, donner un sens à tout ça. Quand une femme frappa à la porte, Mia se leva rapidement. « La tante Patricia te demande au salon ?» Mia inspira profondément. « Ça y est, » pensa-t-elle. « Le travail commence. » Dans le salon, Patricia était assise calmement, élégante, froide. Elle regardait Mia comme on regarde un dossier déjà réglé. « Assieds-toi, » dit-elle. Mia s'assit, droite, respectueuse. « Ruth m'a parlé de toi, » continua Patricia. « Elle dit que tu es courageuse, que tu veux travailler dur. » Les yeux de Mia brillèrent. « Oui, madame, je suis prête. Je suis venue pour ça. Je veux travailler dur, gagner honnêtement mon argent et aider ma famille. » Patricia esquissa un léger sourire. « Très bien, alors je vais être claire. » Elle marqua une pause, puis lâcha, sans émotion. « Ton travail, c'est de passer la nuit avec des hommes riches. » Le temps s'arrêta. Mia cligna des yeux. « Pardon ? Tu iras avec des hommes. Ils paieront. Tu prendras une part. Moi aussi. » Mia se leva d'un coup, le cœur affolé. « Oh non, non, ce n'est pas possible. Il doit y avoir une erreur. »« Il n'y a aucune erreur, » répondit Patricia calmement. La voix de Mia tremblait. « Je prie Dieu. Je ne suis pas ce genre de femme. Je suis venue pour travailler honnêtement. » Patricia la regarda sans cligner des yeux, puis répondit d'un ton glacé. « Ici, on ne prie pas. Ici, on rembourse ou on travaille. »« Rembourser quoi ?» demanda Mia paniquée. « Le billet, le visa, les vêtements, la nourriture, le logement, tout ce que j'ai payé pour toi. » Mia sentit ses jambes faiblir. « Mais, je n'ai pas cet argent. » Patricia se leva lentement, s'approcha d'elle et dit une phrase qui glaça le sang de Mia. « Alors tu travailles, ou tu ne pars jamais d'ici. » Mia recula, les larmes aux yeux. « Vous n'avez pas le droit. » Patricia claqua des doigts. 2 hommes apparurent. Ils prirent le téléphone de Mia, puis son passeport. « À partir de maintenant, ça m'appartient, » dit Patricia. « Sans ça, tu ne vas nulle part. » Mia monta dans sa chambre en tremblant. Elle pleura longtemps. Pas de bruit, juste des larmes. Elle comprenait enfin que ce n'était pas une opportunité. C'était un piège. Plus tard dans la nuit, la porte s'ouvrit doucement. Ruth entra. Mia se leva d'un bond. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» cria-t-elle. « Pourquoi tu m'as laissé venir ici ?» Ruth ferma la porte derrière elle, les yeux rouges. « Parce que je n'ai pas pu. »« Tu mens, imbécile. » Ruth secoua la tête. « Quand je suis arrivée, moi aussi j'ai refusé, comme toi. » Mia se figea. « Quoi ?» Elle m'a confisqué mon téléphone, mon passeport. Je ne pouvais parler à personne. Je ne pouvais pas partir. La voix de Ruth tremblait. Elle surveille tout, les appels, les messages. Si je dis un mauvais mot, elle me punit. Mia murmura. Donc, quand je t'appelais, je ne pouvais pas répondre. Et quand je répondais, je devais faire attention à chaque mot. Mia s'assit sur le lit, brisée. Je croyais venir travailler. Ruth répondit doucement. Ici, le luxe est une façade. Derrière, il y a la peur. Un silence lourd s'installa. Mia comprit alors une vérité terrible. Ruth n'était pas seulement celle qui l'avait amenée ici. Ruth était elle aussi prisonnière. Sans téléphone, sans passeport, sans choix. Le rêve venait de mourir. Et à sa place, venait de naître une prison dorée dont Mia ne voyait pas encore la sortie. Ce matin-là, Mia était assise sur son lit, perdue dans ses pensées, quand la porte s'ouvrit doucement. Patricia entra, accompagnée de 2 gardes. Dans sa main, il y avait un téléphone. « Tes parents t'ont appelé » dit-elle calmement en tendant l'appareil. « Rappelle-les. Dis-leur que tu vas bien. Ça ne sert à rien de les inquiéter. S'ils s'inquiètent, ils ne pourront rien faire pour toi. » Mia hésita. Son cœur battait fort. Mais l'idée d'entendre la voix de sa mère était trop forte. Elle prit le téléphone et appela. « Allô, maman ?» À l'autre bout, la voix tremblante de sa mère répondit. « Ma fille, tu vas bien ?» Mia ferma les yeux.
Oui, maman, je vais bien, je travaille dur, ne t'inquiète pas pour moi. Son père prit le téléphone. Courage, ma fille, travaille, Dieu est avec toi. Oui, papa, je vous aime. Elle raccrocha. Le téléphone lui fut repris aussitôt. Patricia sourit légèrement. Tu vois, tout va bien. Puis, changeant de ton, elle ajouta. Au fait, je suis désolée si je t'ai brusqué l'autre jour. Je ne voulais pas te forcer. Les débuts, ils sont toujours difficiles. Mia, encore fragile, hocha la tête. D'accord. Patricia s'approcha d'une petite table, prit un verre de jus et le tendit à Mia. Tiens, on recommence sur de bonnes bases, à notre entente. Mia regarda le verre. Elle hésita. 1 seconde, 2 secondes, puis, fatiguée, confuse, elle but. Quelques minutes plus tard, tout se mit à tourner. Le vertige, les jambes molles, la vue floue. Je ne me sens pas bien. Puis le noir. Quand Mia ouvrit les yeux, le silence était lourd. La lumière de la chambre lui faisait mal. Son corps aussi. Surtout le bas de son corps. Une douleur profonde, violente, qu'elle n'avait jamais ressentie. Elle tenta de bouger. Et gémit. Sur la table, juste en face du lit, il y avait 3 grosses enveloppes, pleines d'argent. À cet instant, la porte s'ouvrit. Patricia entra, calme, comme si de rien n'était. « Ah, tu es enfin réveillée ?» La voix de Mia tremblait. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Patricia répondit sans émotion. « Tu as dormi 3 jours. J'ai juste récupéré mon argent. » Mia mit une main sur sa bouche, horrifiée. « 3 jours ?» Puis elle comprit. « Vous m'avez fait passer la nuit avec des hommes pendant que je dormais ?» Elle cria. « C'est un crime, je vais porter plainte. » Patricia éclata de rire. « Porter plainte où ?» Elle sortit son téléphone et ajouta, glacial. « Si tu ouvres la bouche, je publie toutes les vidéos que j'ai filmées. Ton quartier, ton église, tes parents, tout le monde verra, et tout le monde dira que tu étais d'accord. » Mia resta figée, ses mains tremblaient. « Vous êtes un démon, » murmura-t-elle. Patricia sourit. « Non, je suis une femme d'affaires. » Elle fit signe aux 2 gardes. « Repose-toi, tu as du travail maintenant. » La porte se referma. Mia éclata en sanglots. Elle pleurait sans bruit, comme quelqu'un qui n'a plus la force de crier. Elle pensa à ses parents, à leurs prières, à leur confiance, à leur ignorance. Elle se leva, tenta d'ouvrir la porte, fermée. La fenêtre, trop haute. Elle regarda autour d'elle. Elle était seule, sans téléphone, sans passeport, dans une ville qu'elle ne connaissait même pas. Dubaï brillait dehors. Mais pour Mia, l'enfer venait de commencer. Après cette nuit-là, Mia disparut du monde. La porte de sa chambre fut fermée à clé. Les rideaux tirés, le silence total. Le premier jour, elle frappa à la porte. Personne ne répondit. Le 2e jour, sa gorge brûlait déjà. Elle n'avait pas bu une seule goutte d'eau. Le 3e jour, ses forces commencèrent à l'abandonner. Elle restait allongée sur le sol, incapable de se lever, parlant toute seule à voix basse. « Seigneur, tu sais que je n'ai pas voulu ça ?» Ses lèvres étaient sèches. Son corps tremblait. Elle n'avait même plus de larmes pour pleurer. La mort commençait à lui paraître proche, presque douce, tellement la douleur était forte. Le 4e jour, alors qu'elle était à moitié inconsciente, un bruit se fit entendre. La clé tourna. La porte s'ouvrit lentement. C'était Ruth. Dès qu'elle vit Mia, elle éclata en sanglots. « Mia, oh mon Dieu, regarde-toi !» Ruth s'agenouilla près d'elle, la voix cassée. « S'il te plaît, Mia, accepte. Ça me fait trop mal de te voir souffrir comme ça. S'il te plaît... » Mia ouvrit les yeux avec difficulté. Sa voix était presque inaudible. « Je n'abandonne pas !» Elle prit une longue respiration. « Si elle veut encore me piéger avec un jus, qu'elle le fasse. Au moins, Dieu saura que je n'ai jamais voulu ça. Mais moi, je refuse de le faire avec mon consentement. » Ruth pleurait sans pouvoir s'arrêter. « Mia, écoute-moi, accepte juste pour survivre, juste ça. Quand tu auras une occasion, tu pourras fuir. » Mia ferma les yeux. « Fuir? Où ?» Ruth répondit doucement. « On ne sait pas encore, mais mourir ici ne va sauver personne. » Elle marqua une pause, puis ajouta, la voix tremblante. « Toutes celles que tu vois assises au salon, toutes, sont passées par là. Moi aussi. On souffre toutes, mais on est encore en vie. » Un long silence suivit. Puis Mia murmura brisée. « D'accord. » Ruth posa sa main sur la sienne. « Merci, merci de ne pas mourir ici. » Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit à nouveau. Les gardes entrèrent. Ils aidèrent pauvre Mia à se lever. Ses jambes ne tenaient presque plus. On l'amena dans le salon. Une table était dressée. De l'eau, du riz, de la nourriture chaude. Mia se jeta dessus. Elle mangeait sans lever la tête, comme quelqu'un qui revenait de la mort. Chaque bouchée lui donnait un peu de force, mais lui rappelait aussi le prix à payer. Patricia entra alors, calme, élégante, comme si tout était normal. Elle observa Mia quelques secondes, puis dit froidement « Tu as pris une sage décision.
Mia leva les yeux vers elle. Elle ne répondit pas. À cet instant précis, quelque chose venait de se briser en elle. Pas son corps, pas encore, mais son innocence. Elle n'avait pas accepté par choix. Elle avait accepté pour survivre. Et désormais, chaque jour serait une attente silencieuse, en espérant une seule chose, une occasion de fuir. Le lendemain matin, Mia resta longtemps assise sur son lit, les yeux fixés sur les enveloppes posées sur la table. De grosses enveloppes, remplies d'argent. Ses mains tremblaient quand elle les ouvrit. Elle n'avait jamais vu autant d'argent de toute sa vie. Elle pensa immédiatement à ses parents, à la maison vide, au sacrifice. Sans réfléchir plus longtemps, elle prit son téléphone, fit le transfert et envoya tout l'argent à sa famille. Quelques minutes plus tard, le téléphone vibra. « Ma fille !» cria sa mère au téléphone. « On a reçu l'argent, que Dieu te bénisse. » Son père prit la parole à son tour. « Tu travailles bien, Mia. Continue, Dieu va t'élever. » Mia ferma les yeux. Dans le quartier, la nouvelle se répandit comme un feu. On disait maintenant, même Mia est devenue riche à Dubaï. Des parents parlaient entre eux. Certaines mères disaient à leurs filles, « Trouve un moyen de contacter Mia, elle peut t'aider. » Personne ne savait. Personne n'imaginait le prix de cet argent. Pendant que le quartier célébrait, Mia, elle, entrait dans la vie qu'elle avait juré de ne jamais vivre. Un soir, Patricia la fit appeler. « Prépare-toi, tu vas voir un homme. » On la maquilla, on la coiffa. On lui mit une robe chère. Mia se regarda dans le miroir sans se reconnaître. On la conduisit chez un homme riche, dans une chambre immense. Quand la porte se referma, Mia sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur le bord du lit et éclata en sanglots. « Je ne voulais pas être ici, » dit-elle d'une voix brisée. « On m'oblige. » L'homme la regarda longuement, puis il soupira. « D'accord, je ne vais pas te toucher. On va faire semblant. » Mia leva les yeux, choquée. « Vraiment ? Oui, tu peux rester là. » Mia pleura encore. « Merci, merci. » Le lendemain, quand elle rentra à la villa, Patricia l'attendait déjà. Son visage était fermé. « Tu m'as fait fuir un client très important, » dit-elle froidement. « Tu croyais qu'il allait garder le secret ?» Mia tenta de parler, mais Patricia la coupa. « Tu es punie. » La porte de la chambre se referma sur elle. Encore. Un jour passa, puis deux, puis trois. Sans manger, sans boire. Le quatrième jour, Ruth entra en cachette, un verre d'eau et un peu de nourriture dans les mains. « Mia, s'il te plaît, fais juste ce qu'on te demande. » murmura-t-elle en pleurant. « Sinon tu vas mourir ici. » Patricia n'a aucune patience. Mia buvait lentement, trop faible pour répondre. « Je ne voulais pas, » murmura-t-elle. « Je sais, mais reste en vie. » Mia hocha la tête. « D'accord. » Pour se rattraper, Patricia donna un nouvel ordre. « Cette fois, tu iras voir deux hommes, en une seule nuit. » Mia comprit qu'elle n'avait plus le choix. Cette nuit-là fut la pire de sa vie. Quand elle revint, elle ne parla pas. Elle ne pleura même plus. Le lendemain matin, deux nouvelles enveloppes l'attendaient. Patricia lui donna une petite part, garda le reste. « C'est comme ça que ça marche, » dit-elle. Et ça continuera. Et ça continua, nuit après nuit, argent après argent, honte après honte. À chaque transfert d'argent, ses parents remerciaient Dieu. À chaque sourire au quartier, Mia mourait un peu plus à l'intérieur. Elle avait réussi à sauver sa famille, mais elle était en train de se perdre elle-même. Après quelques mois dans cette vie, Mia ne se reconnaissait plus. Sur Internet, elle était devenue une autre personne, une influenceuse enviée, toujours bien habillée, toujours dans des endroits luxueux, hôtel 5 étoiles, piscine à débordement, restaurant chic. Sur ses photos, elle souriait, elle brillait, elle donnait l'impression d'une réussite parfaite. Dans son quartier, au pays, les gens parlaient d'elle avec admiration. Mia a réussi. Dubaï l'a changée. Regardez comme elle vit bien. Personne ne savait. Dans la vraie vie, chaque soir, Patricia lui donnait une adresse, un hôtel, un appartement, un nom. Mia obéissait. Puis, en rentrant à la villa, elle s'enfermait dans sa chambre, tombait à genoux et pleurait. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» murmurait-elle. « Tout le monde croit que je vis bien, mais je souffre. Je me vide de l'intérieur. » Elle priait longtemps, très longtemps, parfois jusqu'à s'endormir par fatigue, les larmes encore sur le visage. Une nuit, quelque chose changea. Mia rêva. Elle se trouvait dans un jardin immense, lumineux, paisible, un endroit qu'elle n'avait jamais vu, mais où elle se sentait bien. Il n'y avait plus de peur, plus de douleur, juste une paix profonde. Un homme s'approcha d'elle. Il était calme, simple, rassurant. « Bonjour Mia, je m'appelle Fabrice. » Mia le regarda, étonnée. « Pourquoi suis-je ici ?» Il sourit légèrement. « Si tu souffres autant, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour faire tomber toute une organisation qui fait souffrir des femmes. » Mia sentit son cœur battre plus fort. « Comment ? Demain, Patricia va t'envoyer dans un hôtel luxueux. Tu me rencontreras là-bas. J'ai une mission pour toi. Je
te donnerai des instructions. » Avant qu'elle ne puisse poser une autre question, le jardin disparut. Mia se réveilla en sursaut, couverte de sueur. Son cœur battait à toute vitesse. Elle resta assise sur son lit, tremblante. « Seigneur, » murmura-t-elle, « si c'est toi qui m'as envoyé cet homme, aide-moi à comprendre. » Le lendemain, comme si rien n'était un hasard, Patricia l'appela. « Prépare-toi, tu vas à cette adresse. Un nouveau client. Il vient d'arriver. Prends bien soin de lui pour le fidéliser. » Le cœur de Mia s'arrêta une seconde. « Fabrice ?» À l'hôtel, la chambre était calme, élégante. Quand la porte s'ouvrit, Mia le vit. C'était le même homme que dans son rêve, exactement le même. Il la regarda surpris. « Bonsoir. » Mia parla doucement, mais avec assurance. « Bonsoir, Fabrice ?» Il fronça les sourcils. « Comment connaissez-vous mon nom ? Je vous ai vu en rêve, j'attends vos instructions. » Fabrice resta silencieux quelques secondes, choqué. « Patricia est déjà au courant de l'opération ? » « Non, » répondit Mia. « Je ne sais rien, mais je sais que vous êtes là pour une raison. » Fabrice comprit alors que quelque chose de plus grand était en train de se jouer. Il s'assit en face d'elle. « Je ne veux pas de ton corps, » dit-il calmement. « Je veux des informations sur Patricia, sur les personnes avec qui elle travaille, sur ce qui se passe dans cette maison. » Mia sentit une lueur d'espoir renaître en elle. « Dites-moi quoi faire. » Fabrice sortit un petit sac discret. « Il y a ici de petites caméras et des micros. Tu devras les cacher dans la maison, dans les pièces importantes, sans te faire repérer. » Mia prit le sac avec des mains tremblantes, mais déterminées. « D'accord, je le ferai. » Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus seule. Sa souffrance avait peut-être un sens. Et derrière le masque de l'influenceuse heureuse, une femme courageuse venait de décider de se battre. La chute de l'enfer venait peut-être de commencer, par l'intérieur. Ce soir-là, Mia attendit que tout soit calme dans la maison. Les gardes étaient à leur poste, Patricia enfermée dans sa chambre. Elle entra doucement dans la pièce de Ruth et referma la porte derrière elle. « Ruth, j'ai peut-être une occasion de sortir d'ici. Une vraie. » Ruth la regarda, méfiante. « Quelle occasion ? Ici, il n'y en a jamais. » Mia s'assit et parla à voix basse. Elle lui raconta tout. Le rêve. Fabrice, les caméras, les micros, l'enquête. À mesure qu'elle parlait, le visage de Ruth changeait. Elle comprenait. Donc, quelqu'un est en train de surveiller Patricia ? Oui, mais il faut des preuves solides. Sans ça, elle ne tombera jamais. Ruth réfléchit quelques secondes, puis dit avec calme, « Donne-moi des caméras et des micros. » Mia fut surprise. « Toi ? » ?»« Oui, toi c'est impossible que tu entres dans la chambre de Patricia. Moi je peux. Elle me fait confiance. » Mia hésita, puis hocha la tête. « D'accord, mais sois prudente. » Cette nuit-là, tout se mit en place. Ruth entra dans la chambre de Patricia sous prétexte de ranger. Elle cacha discrètement des micros. Une petite caméra près de la coiffeuse, une autre près du lit. Elle respirait à peine. Son cœur battait fort, mais elle continua. Mia, de son côté, s'occupa des autres pièces. Le salon, le couloir, une pièce où les femmes attendaient. Chaque geste était un risque, mais chaque caméra installée était une chance de liberté. Puis elles continuèrent à vivre normalement. À sourire, à obéir, à faire comme si de rien n'était. Les semaines passèrent. Un matin, alors que la maison était encore calme, des voitures s'arrêtèrent devant le portail. Des hommes en uniforme descendirent. Des policiers, plusieurs, déterminés. « Police, ouvrez !» Patricia sortit de sa chambre, furieuse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Un officier s'avança. « Patricia Taku, vous êtes en état d'arrestation. Voici le mandat. » Les menottes claquèrent. Pour la première fois, Patricia ne riait plus. Elle cria. Elle menaça. Elle parla d'avocat. Mais rien n'y fit. Elle fut emmenée sous les yeux des femmes qui n'osaient nous pas encore croire à ce qu'elles voyaient. Le procès arriva vite. Patricia prit un très bon avocat. Elle nia tout. Elle parla de complot. Mais les preuves étaient trop fortes. Les vidéos, les enregistrements, les témoignages. Tout était là, clair, précis. Certains membres de son réseau furent arrêtés. D'autres prirent la fuite. Mais l'organisation était brisée. Mia, Ruth et les autres femmes furent reconnues comme victimes, pas comme coupables. La justice ordonna que Patricia les dédommage. 150 millions pour chacune. Après 4 longues années de souffrance, Mia et Ruth prirent enfin l'avion pour rentrer chez elles. À l'aéroport, leurs parents pleuraient. Le quartier entier était là. On les accueillait comme des survivantes, comme des femmes courageuses, comme celles qui avaient fait tomber une organisation entière. On disait maintenant, « Ce sont elles, elles ont parlé, elles ont tenu. » Mia et Ruth prirent la parole devant les jeunes, devant les parents, devant les filles. « Priez beaucoup, » dit Mia. « Et ne croyez jamais que la souffrance est inutile, » ajouta Ruth. « Même quand tu souffres, Dieu a un plan. » Leur histoire n'était pas celle du luxe.
C'était celle de la vérité, de la foi et du courage. Et cette fois, elles étaient vraiment libres. Si cette histoire te touche, ce n'est pas un hasard. Mia et Ruth ne sont pas juste des personnages. Elles représentent des milliers de personnes qui, chaque jour, souffrent en silence pendant que le monde croit qu'elles vivent bien. Elles représentent cette génération qui pense que le luxe est toujours une bénédiction, sans voir le prix caché derrière certaines portes. Cette histoire nous apprend une chose essentielle. Tout ce qui brille n'est pas une solution. Parfois, de ce que tu vois sur Internet est un mensonge bien habillé. Les sourires peuvent cacher des larmes, les voitures peuvent cacher des chaînes, et l'argent peut parfois coûter plus cher que la pauvreté. Mais cette histoire nous apprend aussi quelque chose de plus fort encore. La souffrance n'est jamais inutile quand Dieu est dans l'histoire. Mia a souffert, oui, mais sa souffrance a permis de sauver d'autres femmes. Elle a tenu bon quand tout semblait fini. Et au moment où elle pensait que Dieu l'avait abandonnée, c'est là que le plan a commencé. Si toi aussi tu souffres aujourd'hui, si tu te demandes pourquoi la vie est si dure, si tu as l'impression que tout le monde avance sauf toi, n'abandonne pas. Tu ne vois peut-être pas encore le sens, mais Dieu voit déjà la fin. Avant de partir, prends une seconde pour agir. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires vraies et puissantes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et surtout, écris en commentaire cette phrase, même si tu n'y crois qu'un peu. Dieu a un plan pour moi. Parce que parfois, une simple phrase peut être le début d'un miracle. Merci d'avoir regardé. Et n'oublie jamais, ta vie a plus de valeur que tout l'or du monde. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner à la chaîne et laisser un petit commentaire, même un simple emoji. Ça aide énormément la chaîne à se développer et ça me motive à te raconter encore plus d'histoires incroyables. Merci pour ton soutien.